Remaniement imminent, quand certains ministres sentent la faim et vident la caisse avant de quitter la scène. Il y a des drames qui ne font pas de bruit. Pas de sirène. Pas de cris. Pas d'arrestation spectaculaire. Des drames qui se jouent en silence, dans des bureaux climatisés, à coups de signatures, de tampons et de dossiers bien rangés. Au Cameroun, on dit souvent. Quand le silence devient trop lourd, c'est qu'il cache quelque chose de grave. Aujourd'hui, chers abonnés de Camé News, ce que nous allons vous raconter n'est pas une rumeur de quartier, ni un bavardage de réseaux sociaux. C'est un drame institutionnel, un scénario bien rodé, qui se répète à chaque fois que le mot remaniement commence à circuler dans les couloirs du pouvoir. Car quand certains ministres sentent que leur départ est proche, quand la chaise commence à trembler, quand le décret semble déjà en route, ils ne préparent pas toujours la transition. Ils préparent la sortie. Et au Cameroun, préparer la sortie, ça peut vouloir dire une chose très simple. Puisez gros avant de partir. Ce reportage va vous plonger dans un monde où le budget public devient un enjeu de survie politique. Un monde où chaque signature compte. Où chaque appel d'offres cache parfois autre chose qu'un simple projet de développement. Un monde fait de calculs, de peurs, de verrouillages discrets et de décisions prises contre l'intérêt général. Ne partez surtout pas. Parce que ce que vous allez entendre n'a rien de banal. Ce n'est pas une simple affaire administrative. Ce n'est pas un fait divers politique. C'est une révélation qui explique pourquoi, malgré les milliards annoncés, le développement semble toujours en retard. Pourquoi les nouveaux ministres arrivent souvent les mains liées. Et pourquoi le peuple paie toujours le prix des départs mal préparés. Mais avant d'entrer au cœur de ce dossier sensible, prenez un instant, un seul, pour aimer cette vidéo, vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. Parce que sur Camé News, on ne vous sert pas une actualité fade et sans saveur. Ici, l'information est crue, analysée, décryptée, parfois dérangeante, mais toujours utile. On vous la sert bien épicée, avec du fond, du contexte et du courage. Restez bien avec nous. Ce que vous allez entendre dérange. Ce que vous allez comprendre fait réfléchir. Et ce que vous allez découvrir pose une question simple. Qui protège vraiment l'argent du peuple camerounais quand les ministres sentent la faim? Parti un quand le pressentiment remplace la vision, le ministre face au miroir. Au Cameroun, il y a un proverbe très simple mais très profond. Quand la chaise commence à grincer, celui qui est assis commence à bien regarder la porte. Depuis quelques semaines, dans les ministères, les chaises grincent. Pas à cause du poids des dossiers, non. À cause du poids du pressentiment. Le remaniement ministériel est dans l'air. On ne sait pas quand. On ne sait pas comment. Mais tout le monde sent. Et au Cameroun, quand on sent quelque chose en politique, on agit avant même que ça n'arrive. Le moment où le ministre se regarde dans le miroir. Un ministre qui presse son départ ne se regarde plus comme avant. Avant, il regardait les dossiers. Maintenant, il regarde le calendrier. Avant, il parlait de vision, de réforme, de politique publique. Maintenant, il parle de « finir ce qui est commencé », une phrase très dangereuse quand elle sort à répétition. Comme on dit chez nous. Quand quelqu'un commence à trop expliquer, c'est qu'il prépare déjà sa défense. Ce n'est plus la vision du pays qui guide ses décisions. C'est la peur de ne plus être là demain. Du serviteur de l'État au gestionnaire de survie. Normalement, un ministre est censé servir l'État. Mais quand le pressentiment s'installe, le ministre devient un gestionnaire de survie politique. Il se pose des questions très simples. Est-ce que je reste ou je pars? Qu'est-ce que je laisse? Qu'est-ce que je sécurise? Et là, la logique change. Comme on dit au quartier. Quand la pluie menace, chacun couvre d'abord son propre sac. Le ministre commence à confondre intérêt général et intérêt personnel. La mauvaise foi qui s'installe en silence. La mauvaise foi ne vient pas en uniforme. Elle s'installe doucement, comme un invité qui ne veut pas être remarqué. Un projet prioritaire peut attendre. Un autre, moins utile mais plus rapide à engager, devient soudain urgent. Les vraies aspirations des populations passent au second plan. Le discours reste beau. Mais l'intention, elle, a déjà changé. Comme on dit chez nous. La bouche peut sourire, mais le cœur est déjà ailleurs. Le développement mis en mode pause. Quand un ministre commence à penser à son départ, le développement passe en mode pause. Pas officiellement. Mais dans les faits.
On ne planifie plus sur le long terme. On évite les projets structurants. On privilégie ce qui peut être rapidement engagé. Pourquoi? Parce qu'un projet qui dépasse son mandat ne rapporte rien politiquement à court terme. Comme on dit au village. On ne plante pas un manguier quand on pense déjà quitter la concession. Quand le cap se perd au profit du calcul. Le pressentiment transforme la gouvernance en calcul. Chaque décision est pesée non pas à l'aune de son utilité, mais à celle de son opportunité personnelle. Est-ce que ce projet peut être signé vite? Est-ce qu'il engage le budget? Est-ce qu'il me laisse une trace, même après mon départ? La politique publique devient une stratégie de fin de parcours. Les discours qui sonnent de plus en plus creux. Curieusement, plus le ministre sent qu'il peut partir, plus ses discours deviennent nombreux. Il parle. Il promet. Il annonce. Mais sur le terrain, rien ne suit. Comme on dit chez nous. Quand le tam-tam parle trop, c'est souvent parce que la danse est finie. Le peuple écoute, mais ne voit rien venir. Le peuple pris au piège des pressentiments. Le grand perdant de cette situation, c'est toujours le même. Le citoyen camerounais. Parce que ses besoins réels sont relégués au second plan, derrière les calculs de fin de mandat. Il attend des actes. On lui sert des signatures. Il attend des solutions. On lui sert des annonces. Un début d'année sous mauvais auspice. Ce qui rend la situation encore plus grave, c'est le timing. Nous sommes au début de l'année 2026. Le moment où le budget devrait être un outil d'espoir. Mais au lieu d'être guidé par une vision claire, ce début d'année est marqué par la peur du lendemain. Et un pays gouverné par la peur ne peut pas avancer sereinement. Le pressentiment comme premier saboteur du développement. Avant même les marchés, avant même les budgets, avant même les audits, il y a un saboteur invisible. Le pressentiment du départ. C'est lui qui pousse à la précipitation. C'est lui qui nourrit la mauvaise foi. C'est lui qui détourne l'action publique de sa mission première. Tant que les ministres gouverneront avec la tête tournée vers la sortie, le Cameroun continuera à avancer. En regardant derrière lui. Partie de la course au budget, quand l'urgence cache le calcul. Au Cameroun, on dit souvent. Quand le coq sent que l'aube arrive, il chante plus fort. Dans les ministères, depuis le lancement du budget 2026, ce n'est pas le chant du coq qu'on entend, mais le bruit sec des tampons, le frottement des dossiers qu'on empile, et les signatures qui tombent plus vite que la pluie de septembre. Officiellement, tout le monde travaille. Officieusement, tout le monde se presse. Et quand un ministre se presse soudainement, ce n'est jamais par amour soudain du développement. L'urgence soudaine, comme si le pays commençait en janvier. Depuis des années, les mêmes dossiers traînent. Les mêmes projets attendent. Les mêmes études dorment. Mais voilà qu'en janvier 2026, tout devient urgent. Les marchés qu'on n'a pas pu lancer pendant 2 ans doivent absolument être engagés maintenant. Pourquoi maintenant? Parce que le décret peut tomber demain. Comme on dit chez nous. Quand quelqu'un commence à courir sans raison, regarde bien ce qu'il cache dans sa poche. Cette urgence n'est pas celle du peuple. C'est l'urgence de ceux qui veulent fixer l'argent avant d'être fixés par le sort. Les appels d'offres express, cuisine rapide, digestion difficile. Les appels d'offres sortent en rafale. Délai raccourci. Documents techniques mal expliqués. Procédure menée à la vitesse d'une moto sans phare. Dans cette précipitation, la transparence devient un luxe. La concurrence devient décorative. Et l'intérêt général devient optionnel. Comme on dit au quartier. Quand la nourriture est préparée trop vite, c'est souvent pour cacher le goût. Ce n'est plus la qualité des projets qui compte, mais la rapidité de l'engagement. Les entreprises qui connaissent la maison. Dans cette course, certaines entreprises semblent toujours prêtes. Elles connaissent le chemin. Elles connaissent les bureaux. Elles connaissent les signatures. Elles gagnent les marchés avant même que le public ne comprenne l'appel d'offres. Ce ne sont pas forcément les plus compétentes. Ce sont souvent les plus connectées. Comme on dit chez nous. Ce n'est pas le meilleur danseur qui gagne, c'est celui qui connaît le digi. Le budget devient alors un outil de fidélisation, un moyen de remercier les amis, de sécuriser les alliances, de préparer l'après-ministère. Engagé n'est pas réalisé, la grande confusion. Beaucoup de Camerounais pensent qu'un budget engagé, c'est un projet réalisé. Erreur.
Engager, c'est promettre l'argent, pas construire. C'est verrouiller les crédits, pas changer la vie des populations. Un ministre peut quitter son poste en ayant engagé des milliards, sans qu'un seul mètre de route ne soit bitumé, sans qu'un seul hôpital ne soit équipé. Mais sur le papier, tout est propre. Tout est signé. Tout est consommé. Comme on dit au village. Le champ est vendu, mais le maïs n'a pas encore poussé. La consommation du budget comme stratégie personnelle. Dans cette logique, le budget n'est plus un outil de politique publique. Il devient une stratégie individuelle. Engagé aujourd'hui pour sécuriser des commissions futures. Remercier des soutiens. Entretenir des réseaux. Garantir une influence même après le départ. C'est une manière subtile de rester présent même quand on n'est plus là. Comme on dit au quartier. Il est parti du bar, mais il a déjà payé toutes les tournées. Les vraies urgences, elles, attendent toujours. Pendant que l'argent court dans les bureaux, sur le terrain, rien ne bouge. Les routes restent impraticables. Les centres de santé manquent de tout. Les écoles croulent sous les effectifs. Mais ces urgences-là n'intéressent pas. Elles ne rapportent pas rapidement. Elles ne s'engagent pas en quelques signatures. Le budget s'éloigne ainsi de sa mission première, servir les besoins réels des populations. Une machine administrative utilisée comme par avant. La beauté du système, si on peut appeler ça ainsi, c'est qu'il s'appuie sur la machine administrative. Tout semble régulier. Tout est tamponné. Tout est classé. Mais comme on dit chez nous, ce n'est pas parce que le serpent est bien rangé qu'il n'est pas dangereux. La légalité apparente cache une intention discutable. Quand le budget devient une course contre le temps. Au final, ce que nous voyons en ce début 2026, ce n'est pas une politique budgétaire ambitieuse. C'est une course contre le temps, une ruée vers l'engagement, un sprint administratif. Chacun veut être sûr que sa part est engagée avant que la musique ne s'arrête. Et quand la musique s'arrête, le peuple reste debout, sans chaise. Le budget détourné de sa mission. Le budget devrait être un outil de projection vers l'avenir. Il est devenu un outil de protection du présent. Il devrait servir à construire le Cameroun de demain. Il sert à sécuriser les intérêts d'aujourd'hui. Et tant que cette logique dominera, chaque début d'année budgétaire ressemblera à une foire d'empoigne silencieuse, où les vrais perdants sont toujours les mêmes. Partie 3. Le futur gouvernement pieds et poings liés, héritage empoisonné mode d'emploi. Chez nous au Cameroun, il y a un proverbe qui dit « On ne lègue pas une maison en feu à quelqu'un en lui disant bonne chance ». Et pourtant, c'est exactement ce qui se prépare tranquillement, sans bruit, dans certains ministères. Pendant que le peuple attend un nouveau souffle, un nouveau cap, certains ministres, sentant que leur temps est compté, sont en train de préparer ce qu'on peut appeler un héritage empoisonné pour ceux qui vont arriver après eux. Un futur gouvernement qui devrait être libre de ses choix, de ses priorités, de sa vision, risque de se retrouver enchaîné par des signatures faites dans l'urgence, par des engagements budgétaires décidés dans la peur de partir. Le nouveau ministre, une arrivée sans clé. Imaginez la scène. Le décret tombe. Un nouveau ministre est nommé. La famille applaudit, le village jubile, le téléphone chauffe. Mais dès qu'il arrive au bureau, silence. Les dossiers sont là, bien rangés, bien attachés, bien tamponnés. Sauf que tout est déjà engagé. Budget? Engagé. Marché? Signé. Priorité? Déjà décidé. Le nouveau ministre n'a plus qu'un rôle, exécuter ce qu'il n'a pas choisi. Comme on dit au quartier. On t'a nommé chef, mais on a déjà mangé la chèvre. Le verrouillage silencieux des politiques publiques. C'est là que la manœuvre devient grave. Parce qu'engager le budget avant de partir, ce n'est pas seulement dépenser. C'est verrouiller l'avenir. Chaque marché signé, chaque crédit engagé, chaque projet ficelé à la hâte devient un cadenas autour du cou du futur ministre. Il ne peut plus redéfinir les priorités. Il ne peut plus corriger les erreurs. Il ne peut plus répondre aux urgences réelles du terrain. Le développement devient alors une pièce de théâtre mal répétée, où les acteurs changent mais le scénario reste imposé par des absents. Quand la vision politique est confisquée. Un gouvernement, normalement, arrive avec une vision. Une orientation. Une politique publique cohérente. Mais ici, la vision est déjà consommée dans les marchés.
La politique est déjà enterrée dans les contrats. Le futur ministre devient un gestionnaire de factures, pas un décideur. Comme on dit chez nous. On t'a donné le volant, mais le moteur est déjà en panne. Et le peuple, lui, ne voit rien changer. Il entend les discours, mais sur le terrain, tout est bloqué. Des décisions prises par des fantômes administratifs. Le plus absurde, c'est que les décisions financières les plus lourdes continueront à produire leurs effets longtemps après le départ de leurs auteurs. Les ministres partent. Les marchés restent. Les dettes restent. Les projets mal conçus restent. C'est une république gouvernée par des signatures fantômes, des décisions prises par des gens qui ne sont plus responsables politiquement. Le futur gouvernement devient prisonnier d'un passé qu'il n'a pas choisi. Le peuple, grand perdant de cette stratégie. Pendant que ces jeux se jouent en haut, en bas, le peuple attend. Il attend des routes praticables. Il attend des hôpitaux fonctionnels. Il attend des écoles dignes. Mais le budget qui devait répondre à ces attentes est déjà capturé, fragmenté, engagé ailleurs. Comme on dit au quartier. Le mouton regarde le couteau pendant que les grands parlent de stratégie. Le citoyen paie 2 fois. Une fois par l'impôt. Une autre fois par l'absence de résultats. Une administration piégée par elle-même. Même les administrations techniques se retrouvent coincées. Les directeurs, les ingénieurs, les cadres savent parfois que les projets engagés ne sont pas prioritaires, pas mûrs, pas utiles. Mais quand le marché est signé, quand le budget est engagé, il n'y a plus de retour en arrière. La machine administrative avance, même si elle va droit dans le mur. Le développement saboté avant même de commencer. Voilà comment un pays sabote son développement sans bruit, sans scandale immédiat, sans bruit de casserole. Ce n'est pas une crise spectaculaire. C'est une érosion lente, méthodique, administrative. Et quand les résultats ne viennent pas, on accuse. Le nouveau ministre. La lenteur administrative. Le manque de moyens. Alors que les moyens ont été consommés avant même son arrivée. Une stratégie qui fait semblant d'être légale. Tout cela se fait souvent dans les règles apparentes. Les textes sont respectés. Les procédures sont cochées. Mais comme on dit chez nous, le voleur intelligent ne court pas, il marche. Le problème n'est pas seulement juridique. Il est politique, moral, institutionnel. Un État qui se tire une balle dans le pied. En fin de compte, ce système produit un État sans souffle, sans continuité, sans cohérence. Un État qui se tire lui-même une balle dans le pied, puis accuse la chaussure. Le futur gouvernement arrive déjà fatigué, déjà bloqué, déjà critiqué. Et le peuple, encore une fois, regarde le film sans être invité à la projection. La prise d'otage du budget, le vrai nom du problème. Il faut appeler les choses par leur nom. C'est une prise d'otage du budget national. Une prise d'otage silencieuse, sans armes, sans cris, mais aux conséquences lourdes et durables. Et tant que cette pratique continuera, aucun remaniement, aucun nouveau gouvernement ne pourra réellement changer la donne. Partie 4 fautes graves de gouvernance, quand le budget devient « sac de voyage ». Au Cameroun, on aime dire. Quand quelqu'un sait que la nuit approche, il allume d'abord sa torche. Mais ce que nous voyons aujourd'hui dépasse la simple torche. Ici, certains ministres, sentant que le remaniement est proche, allument le projecteur, branchent le groupe électrogène, et commencent à vider le magasin avant de remettre les clés. Dans un état de droit digne de ce nom, engager massivement des fonds publics quand on est politiquement sur le départ, ce n'est pas une simple maladresse administrative. C'est une faute lourde de gouvernance, une faute morale qui frôle l'indécence, et une faute financière qui hypothèque l'avenir du pays. Parce que le budget de l'État, ce n'est pas l'argent du ministère. Ce n'est pas l'argent du ministre. Ce n'est même pas l'argent du gouvernement. C'est l'argent du peuple camerounais, payé à coups de taxes, d'impôts, de souffrances quotidiennes, de sacrifices silencieux. Et pourtant, dans certains bureaux climatisés, le budget est traité comme un sac de voyage de fin de mission. Prenons ce qu'on peut, attachons bien, et on verra après. Le ministre qui part, mais qui veut tout laisser engager. Il faut bien comprendre la gravité de ce qui se passe. Un ministre qui sait qu'il peut être remplacé à tout moment, mais qui se met à engager des milliards en urgence, ne gouverne plus. Il verrouille. Il verrouille quoi? Les lignes budgétaires. Les marchés publics. Les bénéficiaires. Et parfois même, les commissions futures.
C'est une logique très connue au quartier. Si je ne suis plus là demain, au moins l'argent doit m'attendre quelque part. Ce ministre ne se dit plus. Comment améliorer la vie des Camerounais? Il se dit plutôt. Comment sécuriser ce qui peut l'être avant que le décret ne tombe? Et là, le budget change de nature. Il ne sert plus à construire, il sert à sécuriser des intérêts. Il ne sert plus à développer, il sert à préparer l'après. Une prise d'otage du budget national. Le plus choquant, c'est que cette pratique ne pénalise pas seulement le peuple. Elle pénalise aussi l'État lui-même. Quand un ministre en fin de course engage tout le budget, il prend le futur gouvernement en otage. C'est comme si quelqu'un quittait une maison, mais décidait de laisser toutes les factures impayées, les dettes contractées, et les meubles déjà vendus. Le futur ministre arrive, il trouve. Budget déjà consommé. Marché déjà signé. Priorité déjà décidée. Il devient un gestionnaire sans marge, un pilote sans volant, un chef sans cuisine. C'est ainsi que le Cameroun se retrouve avec des politiques publiques sans âme, sans cohérence, sans résultat visible sur le terrain. Pas parce que les idées manquent, mais parce que l'argent a déjà été capturé ailleurs. Une infraction morale avant même d'être juridique. Même si tout est fait dans les papiers, même si les signatures sont légales, même si les procédures semblent respectées, le problème reste entier. Parce que tout ce qui est légal n'est pas forcément légitime. Un ministre qui engage des fonds publics alors qu'il sait qu'il est en fin de mandat politique commet une infraction morale grave. Il abuse de la confiance de l'État. Il détourne l'esprit même de la gouvernance. Comme on dit chez nous. Ce n'est pas parce que le couteau est propre qu'il n'a pas servi à tuer le poulet. La morale publique exige une retenue, une décence, une responsabilité. Mais ici, certains agissent comme si la République était un champ sans propriétaire, où chacun coupe ce qu'il peut avant que la pluie ne cesse. Pourquoi les audits deviennent indispensables? Face à cette situation, la demande d'un audit systématique des marchés engagés en ce début 2026 n'est pas un luxe. C'est une nécessité vitale. Un audit, ce n'est pas une chasse aux sorcières. C'est une lampe torche dans un couloir sombre. Il faut savoir. Qui a engagé quoi? Pourquoi maintenant? À quel coût réel? Avec quel bénéficiaire? Et pour quel résultat concret? Parce que le Cameroun ne peut plus se permettre de fonctionner à l'aveuglette, pendant que l'argent public circule plus vite que l'information officielle. La responsabilité personnelle, le grand tabou. Et c'est là que le vrai débat commence. La responsabilité personnelle des ministres. Tant qu'un ministre sait qu'il peut engager des milliards aujourd'hui et partir demain sans jamais rendre de compte, le système continuera.